Merci. Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je vais présenter un petit peu le thème et nos intervenants, et là vous avez déjà vu. Donc le thème, si on va travailler, on va essayer de réfléchir un petit peu sur l'impact de l'illustration sur le choix du jeu par le public. Donc en boutique, en ludothèque. On va échanger, on va vous inviter aussi à participer. Donc nous avons Benoît Forget qui a fondé les éditions Purple Brain, vous connaissez maintenant. On a Benoît Blanqui qui est fondateur de la Société de Pique, qui est une boutique de jeux et qui fait aussi une bibliothèque itinérante. Et nous avons Cécile Cross qui est chef de département ici à l'IUT Bordeaux-Montaigne pour les carrières sociales et qui est, on va y arriver, directrice de recherche, habilité Moi aussi. oui. En esthétique et sciences de l'art. Voilà. C'est bon d'en rajouter plus. Voilà, donc déjà, je vais vous inviter, peut-être vous en restant à vos places, sinon ça va faire beaucoup de chahut, mais à regarder un petit peu les jeux. Les jeux qui autour, bon, désolé, c'est un peu en vrac, mais on n'a pas trop ce qu'il faut pour tout présenter. Et à penser à un jeu que vous choisiriez, vous entrez dans une boutique de jeux ou dans une ludothèque. On peut, mais on va plus voir les intervenants. Et puis on les enlèvera après. Ah bah la pipolisation du monde du jeu. On les enlèvera après. Et donc, et à choisir un petit peu, juste imaginer. Par contre, tu peux me virer la grosse boîte là, s'il te plaît, puis celle-là. Et donc, à vous imaginer, vous êtes client d'une boutique ou adhérent d'une association, enfin d'une bibliothèque, et vous choisissez un jeu. Pourquoi vous le choisissez? Et réfléchissez un petit peu à comment, voilà, quels critères vous ont motivé pour ce choix. Et après, on en discutera, eux aussi vont choisir. Ils vont choisir. Alors Takenoko, en fait, c'est un exemple que je cite souvent, parce que c'est plutôt un jeu familial, Takenoko. On est assez d'accord là-dessus. Sauf que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde du jeu, qui est complètement en dehors de ça, la plupart des gens vont penser que Takenoko, c'est un jeu pour enfants. Parce que sa présentation, elle est enfantine. Mais en fait, ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent quand il y a un anthropomorphisme qui est fait, en fait. Il y a des jeux qui peuvent apparaître comme des jeux familiaux, mais le fait d'utiliser des animaux qui ont des comportements, une tenue humaine, ça l'infantilise le jeu. Enfin, c'est une réaction qu'on a, c'est pas forcément un retour des gens qui connaissent déjà les jeux, mais je pense que c'est un retour auquel il faut être sensible de la part du grand public. Oui, il y aurait un mauvais choix graphique. Ah ben non, c'est pas un mauvais choix, parce que le jeu marche. Oui, le jeu marche, mais c'est peut-être par rapport à son public. Mais je pense qu'en fait, dans le monde du jeu, globalement, et puis enfin, on peut demander aussi à Benoît ou même à vous, hein, c'est qu'il y a pas mal de bouche à oreille aussi. C'est-à-dire qu'un jeu peut avoir des présentations graphiques qui n'est pas forcément folichonne, pour X raisons, mais le fait que la mécanique de jeu fonctionne très bien, ça fait que le jeu va se propager. Enfin, je sais pas comment ça... Corio, par exemple, qui est un jeu qui a eu un très bon démarrage, je pense qu'il se vend encore honorablement, mais graphiquement, on ne sait pas trop de quoi ça parle. C'est un univers assez hermétique, tandis que le système de jeu est vraiment... peut être ouvert, quoi, en fait, aussi un peu plus. Donc... Alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'on choisit un jeu comme ça d'après la boîte, sans connaître le jeu, ou est-ce que déjà... on sait quelque chose du jeu et on parle de l'adéquation entre, c'est ce que tu fais, hein, entre la boîte, ce que j'en perçois, et le jeu lui-même. Là, tu vas même un peu plus loin. Est-ce qu'on est dans le jeu que tu nous proposes, Maxime? Est-ce qu'on est des passants innocents? Ou est-ce qu'on sait déjà un petit peu quelque chose? Et puis de toute façon, on ne pourra pas en faire abstraction. C'est exactement ça. Moi, je voyais la chose, vous entrez dans une boutique, vous êtes un client lambda, vous décidez, j'ai envie d'aller acheter un jeu. Mais c'est quoi un client lambda? Parce qu'un client lambda, est-ce que ça rentre vraiment comme ça dans une boutique de jeux Oui, mais demande des cartes postales. Mais t'en as pas. Ouais, voilà. Des téléphones. Non, mais voilà, c'était vraiment juste le côté visuel. Qu'est-ce qui va vous attirer dans un... On n'est déjà plus dans le cadre du client lambda, parce que la démarche de venir dans une boutique spé, la plupart du temps, parce que les gens vont faire il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, tout ce qui est Cultura, Fnac, qui proposent aussi des jeux de société. Voilà.
l'idée, c'est ce matin, tu disais quelque chose de très intéressant. Ah ouais. Tu disais que en fait, souvent, l'illustration est là pour attirer des gens qui ne sont pas forcément des joueurs. Alors que les joueurs, eux, ils iront vers le jeu. Alors, je parlais dans le cadre des gros jeux, Ouais. plutôt, où la mécanique l'emporte vraiment sur Voilà. l'aspect esthétique. On le voit encore tous les jours, hein. Enfin, il y a des jeux... Donc là, admettons qu'on a une exposition qui se trouve à l'intérieur d'une école, par exemple l'IUT, qui n'est pas vraiment une école, mais qui est comme une affaire d'université. Et qu'est-ce qu'on choisirait à ce moment-là? Ça pourrait être ça, l'idée du jeu de Maxime. Bon. En fait, l'illustration, il faut qu'elle parle du jeu, dans une certaine mesure. Ouais. Par exemple, alors, ça y est, Pandore, pour moi, Oui. ça parle, on sait pas quoi. Et en plus, la mécanique de jeu, elle est vraiment, c'est presque un jeu abstrait au final, quelque part. À aucun moment il y a d'immersion dans l'univers. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'y ai joué. Mais c'est peut-être pas, c'est pas une vérité. Hein. Ouais, mais au premier abord, quand tu vas vers un jeu, admettons qu'on n'est pas ludothécaire, enfin, moi personnellement, en tout cas, Splendor ne me parle pas au niveau de la mécanique, machin, mais je suis attirée parce que l'illustration est un peu mystérieuse, que le choix des couleurs, tout ça, ça me donne envie d'y aller. Peu importe finalement qui va tourner la boîte, je vais voir un peu de quoi ça parle, je vais me dire bon, c'est du gros jeu, c'est du. Et là, je vais peut-être la reposer, mais au premier abord, je suis quand même attirée par le. Alors justement, est-ce que d'avoir une couve trop belle, entre guillemets, enfin trop travaillée, peut pas décevoir ensuite à l'intérieur sur un jeu qui est finalement assez abstrait? Bon, c'est pas le cas, parce que Splendor, ça fait un carton, c'est le contre-exemple. Il faut savoir qu'il y a des contre-exemples à tout, de toute façon, donc c'est compliqué. Mais là, il a un côté. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir pourquoi ça vous attire, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi, comment on va choisir l'illustration en adéquation ou non avec le jeu, mais déjà, en premier regard, qu'est-ce qui m'attire? Ce matin, on a parlé de beau, de séduisant. Oui, mais pourquoi? La couleur. Donc, voilà. Alors, la couleur, c'est à dominante bleue, donc c'est quand même assez froid. Donc, je vais faire l'avocat du diable. Donc, apparemment, ce ne serait pas attirant, au contraire. Non, le jaune, moi, c'est le jaune qui m'attire en premier et le soin dans le dessin. Le dessin est très Hyper réaliste. Moi, je pense que c'est plutôt la façon dont ils se démarquent par rapport aux autres, en fait. Ça dépend ce que tu as à côté. Parce que du coup, si on les met tous là à côté, celui-là, il va ressortir à fond. C'est sûr que si on le met tout seul sur un mur, il va pas ressortir et on va pas aller vers lui. Il faut voir ce qui est mis à côté, quoi. Mais clairement, celui-là, nous, dans la boutique, il est de face. Et il y a un paquet de monde qui va attraper la boîte pour le toucher, alors que juste, c'est pas leur jeu, c'est pas le public qui correspond à ce jeu-là. Et voilà. Mais du coup, ça attire, et ouais, c'est beau, et voilà, quoi. Moi, je trouve que, franchement, celui-là, il joue au niveau visuel sur des contrastes de valeurs. Ce qu'on dit des contrastes de valeurs. C'est-à-dire que, là, je suis d'accord avec toi, quand tu regardes tout ça, il y a beaucoup de couleurs, il y a plein de petits personnages, etc. Là, c'est assez sobre, finalement. Tu as du clair, du sombre, du clair. Donc, vous avez globalement quelque chose d'assez sombre dans l'image. Juste ce qui est clair, c'est ce qui est le titre et l'entourage. Et puis, le point de focalisation, qui est l'éclairage du joyau, ici, qu'il faut après... Enfin, on ne pas de l'intérieur du jeu. Donc, juste l'éclairage qui bleuit, en fait, le personnage. Et le petit reflet sur les deux yeux, c'est tout. Donc, en fait, on est... Au lieu d'être attiré par une multiplicité de couleurs, quelque chose d'assez joyeux, finalement, quelque part, tu as cité celui-là, c'est très joli au niveau de l'imaginaire, avec ce violet, cette ouverture du paysage, c'est très manga pour les petits, etc. Et là, ou comme son panda, enfin, etc., ce qu'on connaît. Et là, au contraire, tu as quelque chose de très sérieux, et puis tu focalises, tu cibles ton regard en miroir avec la façon dont le personnage cible son regard. Donc il y a une espèce de convergence de votre regard, de son regard, sur l'objet à conquérir, à acquérir, qui est là le joyeux suprême. Et du coup, c'est vrai. C'est vrai que ça ça me donne pas envie d'aller acheter des bijoux après. non, mais moi, j'aime pas les bijoux, hein, mais Oui, voilà, non, mais j'essaie d'imaginer. C'est pour ça que j'étais déçue. Voilà, S'il n'y avait pas les bijoux Ouais, mais dedans. après, ça se prête au jeu, Oui, qui finalement, voilà, enfin, pour moi, n'a aucune immersion thématique. On est vraiment dans un jeu à mécanique. Sur le cas de Takenoko, s'il y avait eu ce graphisme-là, ça trompe, enfin, ça allait pas, quoi. Ça allait pas. Après, c'est vraiment le calibrage, et si tu l'as, et il n'est pas évident, c'est de savoir à quel point la couve va être une promesse de ce qu'il y a à l'intérieur.
Là, on a pris quand même deux exemples. Ouais. Et Benoît, tu dirais quoi? Alors, moi du coup je fais partie d'une génération de joueurs, on va pas dire ancienne, mais qui commence à dater un petit peu à l'époque où plus les jeux étaient moches, plus ils étaient bons. Et que s'ils étaient beaux, c'est que ça cachait quelque chose de louche, et là c'est ça, c'était bien pourri quoi. Parce que tous ceux qui ont joué au premier Puerto Rico peuvent pas dire que ce jeu est beau quoi. Ah non, c'est pas possible. D'ailleurs, tu oublies comment tu t'es... Je pense que ton cerveau refoule même. C'est ça, tu joues avec des fichiers texte et voilà, c'est limite du proto, tellement c'est... Même les protos aujourd'hui qui sont beaucoup mieux faits. Donc du coup, la beauté d'un jeu, c'était louche. Après, effectivement, pour les gens qui ne sont pas super joueurs, l'illustration, il fait énormément. On prend un Jamaïca, c'est magnifique. Tous les gens sont attirés. De quoi ? C'est l'ancienne boîte, mais du coup voilà. Mais après, moi en tant que boutiquier, il y a par exemple, là, il y a un jeu qui est là, qui m'a séduit graphiquement. C'est Savannah Café. Donc carrément changé. Je trouve pas ça en soi, enfin, je sais pas si je trouve ça joli ou pas, mais je trouve ça vraiment différent de ce qui se fait des autres boîtes quoi. Et du coup celle-là elle se démarque quoi. Et je trouve ça intéressant d'avoir un jeu qui se démarque, j'ai vu parce que du coup je suis passé aussi par la phase où Michael Menzel illustrait tous les jeux. C'est celui qui a illustré Cuba, l'âge de pierre, les piliers de la terre, enfin en dehors. À un moment donné ils illustraient tous, c'était simple, il y avait une nouveauté, c'était Michael Menzel qui était illustrateur. Donc au bout d'un moment j'ai un peu saturé d'avoir toujours le même style graphique au niveau des jeux, et du coup ça je trouve ça frais par rapport au reste quoi. Bon, le fait est que ça attire pas plus les gens que ça dans la boutique, mais au moins moi j'arrivais à proposer un truc différent au niveau des illustrations quoi. Est-ce qu'il n'est pas précédé par Savonnomé aussi? Parce que Savannah Café a été édité il y a 10 ans déjà. Oui, mais c'est la nouvelle version. Ouais. Mais qui n'était pas du tout dans ce graphisme. Ah non, non, non. Voilà, il n'y a pas une autruche ou un truc comme ça sur... un zèbre. Ouais, un zèbre, enfin c'est une petite... C'est pas dans le ferment bleu. Dans les bleus, des jaunes, enfin voilà, rien à voir avec... Non, c'était plutôt cartoon, à l'époque. Ouais. Enfin, il y avait une atmosphère d'un lieu qui est présenté, une atmosphère très contextualisée. Mais moi ça, je trouve ça sympa aussi quoi. Après, si je devais en choisir un autre, moi je choisirais celui-là. Parce que alors celui-là, il pique. Alors, qu'on prenne des stagiaires, c'est cool. Par contre, on leur donne la couve à faire, ça c'est autre chose quoi. Ça on met ça en rayon, de face, c'est un suicide commercial quoi. Clairement. Un jeu par le bouche à oreille, c'est ça qui est. Et par contre, à chaque fois qu'on fait jouer quelqu'un à ce jeu, on le vend. On le laisse en rayon, on vend rien. On fait jouer ça, le jeu est tellement bien que les gens ils l'achètent quoi. Donc le graphisme ne fait pas tout quoi. Mais vous le faites fuir dans certains cas. Là pour le coup, voilà moi mes choix, c'est pas ceux vers quoi je me dirige, mais en tout cas je trouve que c'est important de parler de ceux-là parce que on va faire un truc comme ça parce que ça date il y a 2 ans quoi. Enfin, 2 ans 3 ans. Ah, on dirait les rues de San Francisco un peu, non? On dirait que c'est sorti courant des années 70. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, ils ont essayé un style rétro, mais le problème c'est que comme ils sont un peu foireux, on a l'impression que c'est un truc complètement... Enfin, le côté has-been, il prend trop le pas sur le côté rétro. Ça craint. Mais bon, en même temps, voilà, c'est le type même d'image, vous voyez rien en plus de loin. Hein, parce qu'il n'y a rien qui se démarque. C'est censé, mettre en évidence les dés, en mettant un contraste là, voilà, de forme, de couleur, du rouge sur le bleu. Mais en fait, comme c'est troublé par les petits motifs là-dessus, même les dés, c'est pas génial. C'est censé donner un mouvement. Alors, la perspective du gars, hein, regardez la main qui est aussi grosse que si elle n'était pas en avant, par exemple. Enfin, non, mais bon, il ne faut pas enregistrer tout ça. Non, mais, vous voyez, c'est une image qui devient quelque chose de très statique et qui n'a pas d'accroche. En plus, c'est décentré, on se demande pourquoi, ce truc-là. Ou on prend tout l'espace ou on ne prend pas. Je veux dire, bon, il faut choisir. Hein, là, c'est ni non, enfin voilà. Donc, du coup, voilà un exemple d'image. Le mieux, ça reste la tranche. Hein. Non, c'est tout de suite de quoi ça marche. Il faut mettre sur la tranche. Ah là, tout de suite, ça attire. Celle-là, c'est mieux. À la limite, c'est mieux là, ça. moi, c'est que c'est un jeu de Là, quand même, c'est quand même... c'est mieux, en fait. C'est pas d'illustration quoi. Non, mais, moi, ça, pour Savannah Café, je trouve que c'est très bien réalisé. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que sur le côté, c'est plus 7 ans et plus. Et je trouve que graphiquement, on touche plutôt un public, peut-être qui est... Ouais, il y a un côté de Geco, mais qui est plus jeune, qui est en dessous de 5 ans, tu vois. Et je me demande, après je sais pas comment ça se vend, je sais absolument pas, mais je me demande s'il n'y a pas
discordance entre Oui, les deux. tout à fait, oui. Ça fait très petit, oui, quand même. Et que les gens le prennent pour un jeu peut-être trop enfant, Ouais. alors qu'il peut être joué entre adultes. Hein, ça, Ouais, carrément. Moi, tu vois, je trouve pas qu'il fasse tant enfant que ça. Je trouve qu'il joue plutôt sur le décalage, sur un gros décalage, quoi. Ouais, Elle ne marche pas à la boutique, c'est pas... Ouais, non, les gens ils ne prennent jamais la boîte. Les adultes l'achètent pas, Ouais. les enfants non plus, parce que du coup, à 7 ans, parce que ça fait trop Parce que les enfants savent lire et les adultes regardent l'image, donc du coup les adultes le prennent pas. C'est ça. Ouais. C'est compliqué ça. Enfin, moi je le sais par rapport à la gamme, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le, comme je disais ce matin, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire des jeux qui peuvent se jouer avec les adultes, mais avec les enfants, enfin mélangés. Et alors, ouais, et moi j'aurais choisi, hein, ça, Ouais, du coup, hein, parce que pour éviter que tu parles de ta gamme, sinon moi j'aurais choisi ta gamme. Je suis critique, hein, moi, sur ma Ah, gamme. vas-y, Je viendrai après, on verra, ça dépend. Pour lui, je l'ai pas encore. En fait, comme vous avez déjà parlé de Tanekodo et de Jamaïca et de Splendor, il me reste quoi, Baba Yaga par exemple. Alors, dans les quêtes de la gamme, hein, justement, de ces contes, moi ce qui m'intéresse, moi qui suis la plus vieille de tous les intervenants, c'est la référence au conte et le fait que ça se présente comme un livre. Donc avec le marque-page, etc. Donc vraiment là, la boîte, on dirait un livre à l'ancienne, donc c'est assez attractif pour nous. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce conte-là? Se faire réduire, alors je vais te faire l'avocat du diable aussi, mais réduire un conte en jeu, quelle drôle d'idée. Alors que le conte, c'est toute une narration, tout un déroulé, etc. Quelle drôle d'idée. Un jeu, ça va tourner, il va y avoir des règles simples, c'est rien par rapport au conte. Alors, passer l'étape. Comment passer l'étape pour dire, je le prends quand même et je l'achète quand même. Alors, là, j'en ai 4 au choix. Hein. Et la chose qui va le plus m'attirer, je parle en mon nom, hein, pas forcément vous, c'est Baba Yaga. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que c'est celui qui fait le plus peur. C'est le conte peut-être que dans notre culture, on connaît le moins. Hein. Un petit cochon, il y avait la tordue, la cigale et la fourmi, on les connaît par cœur. Baba Yaga, il y a un côté un petit peu exotique. Bon, on se dit, tiens, Baba Yaga, ça peut être intéressant. En plus, il fait peur, parce que cette Baba Yaga, là, elle a les yeux blancs, il y a un grand dynamisme, un mouvement ici très très fort de loin, vous voyez un nuage, et puis cette sorcière qui se dégage d'ici, avec ce rayonnement d'arbres tout autour. Donc il y a quelque chose d'assez étrange aussi. Donc du coup, on a presque envie, vous voyez, on voit presque pas ici, le contour du livre est marqué, là où vous avez le titre, hein, tandis que là, ils se font dans le décor. Donc on a juste le nom Baba Yaga qui ressort. Donc finalement, c'est presque plus réussi, parce qu'on sait plus ce qui est du livre et ce qui est de l'image, à ce niveau-là. C'est celui qui se vend le moins bien. Oui, mais attends, je vais finir. Et ça, c'est le premier. Oui, mais c'est ça. Donc, du coup, ça marche sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est exactement ça, plus ou moins. Et donc, après, deuxième chose que je fais, moi, je regarde derrière. J'essaie de regarder les règles que vous disiez ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans le 4e de couverture. Donc, je regarde derrière, je lis un peu les règles, je cherche pour quel âge, etc. Et puis, bon, je dis là, il faut monter une maison, là, etc. Et puis... au niveau des règles, je dis, bon, là, il y a un circuit, bon, c'est pas vrai, c'est pas comme ça dedans, hein, mais c'est jamais qu'une poursuite, Une course, quoi. Une course, ouais, une course. Une poursuite. Là, monter des maisons, c'est bon, c'est comme, voilà. Donc, là, il y a des jetons on peut peut-être quand même Baba Yaga, hein, peut-être, je me dis quand même. Après, je vais demander au vendeur, troisième étape. Et le vendeur me conseille. Et c'est là où il ne me conseille pas Baba Yaga. Non, mais je vous le dis, c'est du vécu. C'est du vécu. C'était à Descartes à Paris. Voilà. Après, vous coupez quand on cite des noms. Et donc, du coup... les personnes qui les prononcent. Exactement. Donc, après, il me conseille quoi, hein? Il me conseille les 3 petits cochons, comme jeu familial, qui peut toucher les petits, mais aussi les grands. Il me conseille les 3 petits cochons. Il me conseille le lièvre et la tortue. C'est ce qu'il m'a conseillé. C'est logique. Non, je vous dis, moi, en client lambda, hein, et avec la culture franco-française que je peux avoir, sans faisant abstraction du reste. C'est-à-dire des connaissances sur l'image, etc. Voilà. Maintenant, au niveau de l'illustration. Maintenant, si je me positionne par l'analyse d'image, c'est vrai que celle-là, elle est beaucoup plus intéressante au niveau de l'image. Le loup, là, qui est en hors-champ, il a la tête coupée, on dirait, oh, ça arrive en plus, c'est quoi ce truc? On regarde derrière, bon, en fait, c'est vraiment monter des maisons, le loup, c'est un peu ça dans le jeu, le loup, il arrive en plus. C'est un peu ça. Donc ça correspond, mais il faut le savoir, si tu le sais pas. Si tu choisis juste, tu peux dire, mais
l'intérêt des 3 petits cochons, c'est pas monter sa maison, c'est le risque du loup. Donc, or, on se rend compte quand on joue au jeu, que ce risque du loup est un peu minimisé par rapport à l'histoire. Il arrive après le loup, mais tu peux très bien t'amuser beaucoup en montant ta maison, plus vite que les copains. Donc, en fait, c'est une façon d'interpréter, de dévoyer le conte, dans le bon sens du terme, hein. Et ça correspond exactement à l'illustration. Mais moi qui ne connais pas le jeu, admettons, hein, qui ne connais pas les règles du jeu, quand je regarde ça, je dis, mais attends, le loup, il est à part, je le vois bien derrière. Or, moi, l'intérêt de l'histoire, c'est le loup. Dans ma petite enfance, oh, le loup qui arrive, qui a soufflé ta maison, etc. Donc, ça m'intéresse moins, donc je le repose. Vous voyez? Donc, voilà comment l'illustration, pour moi, a un impact qui non seulement correspond à l'intérieur du jeu, là, tu as raison, mais peut nuire à l'intérêt que je peux avoir par rapport à un jeu qui parle d'une histoire dans lequel la priorité n'est plus la même que celle qui est dans le jeu et qui est très intéressant en lui-même, puisque j'ai joué, ça me plaît, etc. Tu vois, voilà. Alors après, bon, les gars, après, le livre... Non, mais je vous donne le livre. En même temps, ça s'appelle Les 3 petits cochons. C'est pas les 3 petits loups. Mais non, mais c'est les 3 petits cochons. Non, mais voilà, c'est ce que je... Non, mais c'est intéressant, hein, ce que tu dis. Mais le fait que... Alors moi, j'ai... Forcément, mon analyse est biaisée. Mais le fait de mettre le loup en retrait, ça veut dire qu'on peut... Il intervient, mais c'est pas ce qu'on va jouer. C'est ça. Alors, on va pouvoir le jouer dans le jeu, mais pas de manière aussi régulière, en fait. Exactement. Donc, après, moi, ce qui m'intéresse surtout, en termes de réflexion, c'est de savoir... savoir... Ne pas intervenir. Oui, tout à fait. Voilà. Ça dépend les risques. Enfin, voilà, oui, bref, ok. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, si la couve des 3 petits cochons, quel public elle vise. Si elle vise un public familial ou enfant. Voilà. Alors... Et en fait, la réflexion, elle est... Ben, la réflexion, c'est là-dessus. Alors, mon regard d'adulte, moi, il dirait, c'est des enfants, parce que c'est histoire de mettre les 3 étages là, c'est un peu bébête, le rez-de-chaussée, alors que c'est beaucoup plus intelligent le jeu dedans. Mais quand je ne connais pas les règles, que je lis juste ça, je n'ai pas tout le détail, je ne sais pas trop, je n'ai pas compris quand je regarde ça. Donc, alors est-ce que c'est la 4e de couverture qui m'a bien faite? Je ne sais pas. Ah oui, c'est possible. Mais donc du coup, je me dis, bon, c'est assez simple comme truc, ça a l'air vraiment enfantin. Et moi, que je me souvienne de ce conte des 3 petits cochons, l'intérêt, c'est la peur du loup. Donc, alors justement, est-ce que l'analyse elle n'est pas faite par rapport à la connaissance du conte? Bien sûr, mais c'est quelque chose qui prend, qui prend, en fait, ça. Ouais, non, mais voilà. En fait, c'est toute la difficulté de cette gamme en général, c'est comme on a trait à quelque chose qui est lié à la jeunesse et à l'enfance, c'est d'essayer de le dégager, mais pas de manière trop forte non plus. En fait, c'est super compliqué, l'éditeur. Après, il y en a... Non, mais après, il y en a qui ne cherchent que le loup. Hein. Voilà. Ils jouent, ils cherchent que le loup. Et ils vont faire des combinaisons pour... Et ça, c'est la liberté du jeu, mais il faut y rentrer dedans, quoi. C'est ça le truc. Il faut acheter la boîte, je veux dire. Il faut arriver à la prendre sans en parler, mais vous avez complètement raison. Une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus riche. Voilà, et on donc beaucoup plus... Ça permet d'avoir des rôles différents. Il y en a qui vont jouer le cochon et d'autres qui vont jouer le loup. Il y en a qui vont monter tout en briques, et il y en a d'autres qui vont mélanger les niveaux pour pouvoir essayer de ne pas se faire avoir après quand on tire de l'eau, etc., etc. Bon, bien sûr, après on en trouve pour tout le monde, tous les esprits, etc., toutes les stratégies, très bien. Ça c'est vrai, mais là, c'est de se dire comment on rentre dedans. Justement, je profite pour vous faire rebondir là-dessus. C'était un peu en off, voilà ton avis, Benoît, sur le... Du coup, en boutique, comment ça se passe? Très bien quand même, globalement pour toi, pour le petit cochon. Nous, à Parentis, on a du mal à le placer en fait, celui-là. Moi j'adore ce jeu, on le présente souvent, il fait souvent jouer, mais si on ne présente que à la vente, du coup les gens ils vont s'arrêter au thème. Je pense pas que ce soit juste un côté illustration, c'est aussi un côté thème. Et du coup ils vont être là, ah ouais c'est un jeu pour les enfants, c'est cool parce que mon gamin il a 4 ans et demi. Ah ouais non mais c'est quand même un peu tendu avec 4 ans et demi quoi. Ça va pas bien se passer quoi. Et du coup voilà, et ceux pour qui c'est fait, ça ne passe pas, alors soit graphiquement, soit au niveau du thème, mais voilà, en tout cas le lièvre et la tortue il part beaucoup plus facilement chez nous que les 3 petits cochons. Alors, est-ce que c'est le thème ou est-ce que c'est l'illustration? Je sais pas. Et en fait, c'est un combat quotidien, hein, ça, parce que, comme je disais, c'est très lié à l'enfance, le conte. Alors que pour moi, c'est une sorte de pari, quelque part, parce que le conte, c'est pour moi quelque chose qui touche tout le monde, qui fait partie de notre culture. Mais il y a encore cet ancrage qui fait que c'est lié à l'enfance. Et comme la BD l'était à une certaine époque. Et c'est pour ça qu'en fait, un Takenoko, par exemple, comme c'est pas lié à une histoire, il n'y a pas tout un passif culturel derrière, quoi.
Donc le fait d'avoir une illustration qui est au final à peu près équivalente dans l'approche, quoi, et ben en fait, comme dit Benoît, c'est pas tant lié à l'illustration, c'est lié plutôt au thème qui est pris. Alors il y a le thème, et puis il y a dans le 4e de couverture, quand on est vieux parents, eh bien, on avait l'habitude de monter aussi des images, vous savez, les filles ou les bonhommes qu'on habillait, le bas, le milieu, le haut, je ne sais pas si vous avez... voilà. Et donc là, quand on regarde derrière les maisons, on dit « Ah d'accord, alors ça c'est pour les tout petits par contre, c'est des jeux de construction finalement d'images, hein, ou des jeux de construction. » Et puis, tu as le thème, l'histoire des 3 petits cochons qu'on raconte aux enfants. Donc il y a le thème, il y a ce qu'on voit derrière, et on l'assimile à quelque chose. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ces contes, et en plus, quand c'est réinventé avec le jeu, eh ben c'est très excitant et c'est très, très ludique pour des adultes aussi. Après, moi je dis on a du mal, enfin on n'a pas du mal à les vendre, mais les gens sont indécis par rapport à ça, mais on continue à les proposer parce que oui, ça marche. Il y a des gammes, c'est passé il y a des gammes qu'on arrête de faire. Par exemple, souvent on vient nous voir pour prendre un petit cadeau pour un anniversaire, ce genre de choses. Pour des enfants qui ont 7 ans ou 8 ans, il y a des Djeco qui sont super bien pour 7 ou 8 ans, sauf que graphiquement, ça a l'air vraiment enfantin, et du coup, alors tant qu'on est dans une position de ludothécaire où on fait jouer les gens, il n'y a aucun souci, on fait jouer à n'importe quoi, un jeu super beau, un jeu moche, les gens leur disent ça c'est bien, ils nous croient, ils vont essayer le jeu parce que de toute façon, il n'y a pas d'acte d'achat. Quand c'est pour eux, qu'ils achètent vraiment pour eux, bah du coup, là c'est en leur âme et conscience, ils ont envie de ça, ils le prennent, ils n'ont pas envie, ils ne le prennent pas. Mais du coup, quand c'est pour un cadeau en plus, du coup là clairement le Djeco 7 ans et plus, à base de bananas ou enfin, toute cette gamme là qui est quand même assez chouette mais qui graphiquement est trop enfant, bah là du coup on les vend quasiment pas parce que c'est pour offrir et que bah non, ouais, ça fait quand même trop enfant, et voilà, alors que le jeu est pile adapté à cet âge-là. Et voilà quoi. Et donc du coup ils vont plutôt partir sur un truc comme un wasabi qui est sobre et qui du coup fait plus grand qu'un autre jeu. Pas qu'il en soit les plus durs, mais voilà. Après, il y a beaucoup d'enfants qui choisissent même les jeux parce qu'ils y ont joué à l'école, enfin au centre de loisirs, etc. Oui, parce que la démarche a déjà été faite de présentation. Par exemple, celui-là, Turcle, qui pour nous n'a pas l'air démentiel, mais les enfants, quand ils le connaissent, ils le repèrent vite. C'est comme Vegas, enfin Vegas. Mais celui-là, il est super bien pour les personnes âgées, ça les rassure parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur la boîte. Et puis ça rappelle la belle époque de l'art abstrait. On avait aussi un type de représentation. Vous voyez tout à l'heure l'image du vieux Monopoly avec le carré rouge et le fond jaune, et un petit peu à la Lisinski, hein, d'accord, donc l'influence de notre époque d'illustration. Et effectivement, ça peut aussi complètement fonctionner. Et quand on a pratiqué le jeu, effectivement, on n'a pas fini la gamme. Pas... Ah non, mais elle est toujours restée là. Enfin, alors je voulais dire que dans celui-là, par contre, il n'y a pas beaucoup de contrastes particuliers. On a une multiplicité de couleurs et c'est pas très lisible au niveau de l'image. Or, c'est juste... hein, je sais pas comment... Moi, je trouve que celle où je suis le plus critique, c'est sur celle du lièvre à tortue, et c'est bizarre parce que c'est celui qui se vend le mieux. Parce que, alors après, il faut savoir que quand on travaille des fichiers, quand on les travaille sur son ordi, quand on les a à la fin imprimés, parfois on a de mauvaises surprises. Donc notamment des différences de contraste de couleurs, etc. Donc là, sur le troisième tirage qui va arriver, du lièvre à tortue, on a retravaillé un peu les contrastes de la couverture, parce que là, de loin, on a l'impression d'avoir un gros pâté vert bleu. Quoi. Et donc ça va pas du tout. Et pourtant, comme quoi, il n'y a pas de règle, parce que c'est celui qui se vend le mieux, la gamme. Donc, pourquoi? La vraie question. Parce que je pense que, comme disait Benoît, c'est que les gens l'ont essayé avant de jouer. Nous, on a un boulot de vendeur en fait, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas juste les gens regarder les boîtes et les prendre. À un moment donné, on sert à quelque chose, à expliquer les jeux, et à les conseiller et tout ça. Donc, certes, ils vont être attirés par des boîtes. Par exemple, Abyss. C'est la boîte qui a le plus fait réagir. Vous l'avez pas, Abyss? Elle est en bas. C'est la boîte qui a le plus fait réagir les gens dans nos boutiques. Quoi. Ça laisse personne indifférent. Quoi. Soit ils trouvent ça magnifique, soit ils trouvent ça trop laid. Mais du coup, ça permet toujours une accroche de parler du jeu, d'un truc. Ça remue. Parce que le truc, c'est pas que le goût, c'est que ça fait de l'émotion. Ça fait peur. Abyss, ça fait peur. Parce que tu as un monstre en très gros plan, avec dans les mêmes tons de couleurs, tout bleu pour ceux qui restent, mais plus violet, etc. pour les autres. Bon. Et donc, avec ce côté un peu flou, un peu comme si on était en sous-marin, ou l'atmosphère, etc., lui donne une idée d'atmosphère. Et donc, du coup, bon, l'idée
très gros plan, c'est classique. Hein. Le coup d'avoir quelque chose qui se jette sur toi, qui vient sur toi, qui est trop près en fait. Et ça, de prendre toute cette couverture-là sans autre chose, sans référence à un conte gentillet ou à quelque chose. Bon. C'est pas gentillet les contes. Non, mais la lèvre et la tortue, les trois petits cochons, je sais bien, au fond, il y a quelque chose même de cruel et de dur, mais bon. Bon, alors donc effectivement, on ne se dit pas forcément c'est beau, on peut se dire juste, ça m'attire. Tu dis, c'est pas indifférent. Ouais. Non, mais du coup, ma position de vendeur, moi, quand ils vont avoir cette gamme-là, nous, c'est simple, à la boutique, ils sont présentés comme ça, et le dernier qui est sorti, il est comme ça, histoire de montrer ce que ça donne. Donc les gens, ils sont attirés déjà par la tranche, c'est joli, ainsi de suite, et après, ils vont nous demander notre avis. Voilà. Nous, on est une petite boutique et où les gens, ils viennent rêver, donc ils viennent passer du temps, au moins une demi-heure, à chaque fois qu'ils ont un truc à faire, ils rentrent pas pour acheter un truc et repartir aussitôt, quoi. Et du coup, ils nous demandent notre avis. Moi, mon avis, en tant que joueur, c'est que je préfère le lièvre à la tortue, qui pour moi est le meilleur de la gamme. Moi aussi. Donc, en tant que joueur, c'est celui que je vais conseiller automatiquement. S'ils me disent, on aimerait bien tester un jeu, écoutez, testez le lièvre à la tortue. Et c'est toujours celui que je vais mettre en avant. Ils t'écoutent, les gens. Bah ouais, en fait. S'il est dans une salle quelque chose dans une boutique. Non, mais c'est important. Justement, là, on aborde un autre point. C'est différent parce qu'on a deux types de clients. On a des clients de notre boutique qui sont habitués et que du coup ils viennent nous voir, ils veulent nos conseils, nos avis, ainsi de suite. Et on a les clients, on va dire les clients Jouet Club qui rentrent et qui nous disent bonjour, on peut vous renseigner, non, on regarde et qui se dirigent vers la référence qu'ils connaissent, Double. Celui de la crème, celui de la Brenda, et ils ressortent. Mais voilà, du coup, ils ne restent pas et on ne discute pas avec eux. Mais tous les autres, nos clients, eux, ils viennent pour. Alors, Double, ça marche bien du coup? Oui. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche à peu près 500 000 par an, voire un peu plus. Voilà. Mais, du coup, à cause de la pub, à cause de. C'est compliqué. Si j'avais une question. En fait, il y a plusieurs choses. Un, tout le monde le connaît. Donc ça, c'est le même effet que les loups-garous qui est joué dans tous les centres de loisirs, machin, donc tous les gamins connaissent, ils le veulent. En plus, Double, là où ils sont super malins, c'est l'obsolescence planifiée où tu as fait 4 parties de Double, bah faut que tu en rachètes un. Donc c'est quand même super fort. Ben ça, ils peuvent se le permettre parce que le prix du jeu, enfin, il a augmenté. Mais il y a un tel engouement autour du jeu que c'est plus une barrière. En fait. Même pour le Double Kids, ils avaient rapproché le fond de la boîte du couvercle. Oui. En fait, le format de boîte est exactement le même, sauf qu'il y a moins de cartes. Et donc, il connaît juste un mot. Mais quand tu ouvres la boîte, tu te rends compte quand même. Oui, mais c'est trop tard. Donc moi j'avais une question en fait. Moi j'avais une question au départ, mais là je vais la préciser. Au départ c'était l'illustration était plus importante dans le choix du jeu que la mécanique du jeu en lui-même. Au final je me rends compte que ça dépend du. Enfin ce que tu dis Benoît, ça dépend du public en fait. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui vont tout de suite flasher sur la boîte et il y en a d'autres qui vont venir demander conseil et chercher à savoir quelle est la mécanique. C'est ça qui va les décider. Ça dépend du effectivement, ça dépend du public quoi. Ça dépend du niveau de jeu et voilà, je pense ça fait pas très longtemps qu'on commence à avoir des jeux qui sont jolis en fait. C'est un peu au moment où on a commencé à avoir un thème important pour les jeux quoi. Je pense que ça aide à s'immerger dans le thème. Et du coup, nous en France, on a des thèmes, enfin des mécaniques assez forts avec des thèmes forts. Et du coup, on n'est pas juste sur des jeux allemands avec des mécaniques super fortes et des thèmes complètement bateaux où là, effectivement, tu peux mettre n'importe quelle illustration, ça reste que t'as pas de thème, quoi. Et du coup, moi je suis un joueur de mécanique, je m'intéresse aux mécaniques, mais effectivement, si j'ai du beau matériel dans les mains, c'est un plus, quoi. Mais du coup, il y a des gens qui sont novices et qui vont être... je leur présente Las Vegas, et je leur présente Jamaica, je leur dis où choisissez lequel, et ils vont choisir Jamaica, ça paraît juste logique, quoi. Une fois qu'ils ont joué au jeu, là, il va y avoir un autre choix. Mais de base, s'ils n'ont jamais joué, effectivement, le graphisme est important, quoi. Et du coup, et puis après, il y a le graphisme qui suit la mode. Il y a... comment il s'appelle celui qui fait Mineville et tout ça Monster Game. Ouais, Monster Game. À un moment donné, il avait ressorti toutes ces boîtes, toutes blanches, très épurées, un peu comme toutes les boîtes Apple, en fait, finalement. Et voilà, il y avait un petit design. Et après, c'était vraiment la pureté du blanc qui ressortait de partout. Et voilà, et là, c'était vraiment très en adéquation avec la mode à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que le thème, c'est important, mais il y a autre chose en fait. Il y a l'illustration, le thème, la mécanique.
enfin peut-être même plus de choses que ça encore. Il y a le prix, Il y a le nom du jeu. Le nom du jeu. Par exemple, concept. Enfin, concept, ils ont trouvé la force, c'est la force du titre, du nom du jeu, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Après, avec ça, ils se permettent d'avoir une couverture qui est complètement, qui est un peu, qui est épurée, quoi, et qui est un peu hors norme, quoi, juste un point d'interrogation, et puis voilà, quoi. Donc avec ça, ils peuvent se le permettre, parce que déjà, dans le nom du jeu, tu peux, tout est dit, quoi, quasiment, presque. Enfin, je pense. Mais c'est paradoxal, parce que je ne vais pas dire que ça me dessert, mais un petit peu quand même, parce que justement, dans le nom du jeu sur les comptes, tout est dit aussi, presque, alors que ça mérite d'aller plus loin. Exactement. Toi, tu as besoin de plus d'avoir le conseil du vendeur qui va dire ce jeu, il a une mécanique, vous pouvez jouer avec votre enfant et vous allez jouer. De toute façon, le réseau spécialisé, c'est la base de tout. Hein. Après, effectivement, il y a plus de difficultés quand on passe dans des grandes surfaces spécialisées, style Cultura ou Fnac ou d'autres magasins de jouets, je ne sais pas, les Toys R Us, des trucs comme ça, parce que là, le conseil, il n'est pas forcément présent. Et donc, on peut avoir vraiment des différences en termes de vente, notamment les trois petits cochons se vendent mieux dans ce genre de structure que les lièvres à la tortue. Parce que les trois petits cochons, ça tout de suite, ça cause plus, quoi. Enfin, il y a... Mais on voit plus le rapport, à tort d'ailleurs, avec la mécanique du jeu. On croit, c'est-à-dire à tort. C'est-à-dire qu'on se dit trois petits cochons, il y a un truc répétitif là-dedans. Il y a le premier cochon, hop, le deuxième cochon, hop, les deux petits cochons, le troisième, etc. Donc on se dit, tiens, il doit y avoir quelque chose qui correspond. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il y a dedans. Mais quand moi, je me rappelle du thème, il y a quelque chose de un peu... Là, c'est pour ça que là... mécanique, le lièvre à la tortue, on a des trucs, on voit un parcours, on se doute bien que c'est une course. Quoi. Je pense qu'au niveau mécanique, thème, on ne peut pas faire alors c'est pour ça. Et là, ça dessert même, ce que je veux dire. Ça dessert même la connaissance du conte, quelque part, pas que, hein. D'un côté c'est attractif, ok, mais d'un autre côté ça la dessert parce que tu réduis en fait ce que tu crois être de l'ordre de la mécanique du conte à la mécanique du jeu. Or c'est pas la même chose, c'est pas une simple course, c'est pas une simple construction de maison. Un petit truc de comparaison, alors je sais pas comment Camel Up ça se vend, je sais pas. Ça se vend bien, quoi, c'est là, ils ont mal la tortue pour pas je te fais un petit non mais voilà, alors on est typiquement dans deux jeux. Alors moi quand Camel Up a remporté le Spiel des Jahres, j'ai un peu flippé ma race. Parce que je me suis dit merde, ça joue d'enchères et de course, ça va être chaud. Et en fait, pas tellement, parce qu'en France, le livre à tortue se vend beaucoup plus, je pense, que Camel Up. Et là, on est vraiment face à deux écoles. Parce qu'on a un Camel Up qui a un graphisme qui est un peu du tout venant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On ne sait pas trop, quoi. Il n'a pas d'identité visuelle, en fait. On ne sait pas. Et ouais, c'est des espèces de chameaux. C'est des chameaux ou c'est des dromadaires? On joue des dromadaires, des chameaux, là. C'est des camels, c'est des chameaux. Voilà. Et à un moment, mon distributeur m'a dit « Ah ouais, est-ce que tu ne devrais pas orienter justement dans ce sens-là » Mais moi, alors c'est peut-être une connerie, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire du truc qui ressemble à tout, enfin qui est standardisé, quoi, en fait. J'ai envie qu'il y ait une patte. Alors, après, c'est dans le choix des illustrations. Moi, c'est ce que je disais ce matin, quand je choisis un illustrateur, je choisis une ambiance. C'est-à-dire, je pense que l'illustrateur, je peux me tromper, mais je pense que l'illustrateur va bien aller sur le ton que je veux donner au jeu, quoi. Donc, il y a une démarche graphique. Je ne suis pas persuadé que sur Camel Up, il se soit trop posé la question, maintenant. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Et en plus, l'intérieur du jeu est quand même plus beau que la couve. C'est ça qui est dommage, quoi. Mais voilà. Donc là, on est... alors, est-ce que le fait que ça soit une fable a desservi le jeu sur le livre à tortue? Bah non. Mais ça, on ne le saura jamais, parce que peut-être que ça n'a desservi qu'on en aurait vendu 100 fois plus. Enfin, on ne peut pas savoir, au final, il n'y a pas de règle générale, quoi. C'est assez... Tu fais comme pizza, tu le ressors avec un bouquin. Ouais, je vais mettre des cheveux. Moi, je pense pas que ça le dessert. Je pense qu'on est attiré par ça, en tant qu'adulte qui connaissons l'histoire, et on se dit, tiens, on nous l'a raconté, ou voire je le raconte à mes enfants, ou je les raconte à mes enfants, etc. Donc, ça attire. Mais ce qui dessert, c'est que je crois appliquer ce que je sais du conte au jeu, or c'est pas la même chose. Alors je me demande, moi encore une fois, je sais, j'ai déjà dit, mais je me demande si c'est pas la quatrième du couverture qui fait ça. Et s'il y avait marqué, et si en fait, au lieu de l'un, il se passait ça. Là on a l'impression qu'on reprend l'histoire du conte. Alors on se dit, tiens, il y a un loup, il y a un agneau, c'est quoi cette histoire-là, c'est plus dans le livre de la tortue. Tu
tu vois, on se dit quand même, on doute de quelque chose, mais pas assez en fait. Or, le jeu est beaucoup plus malin que ce que la quatrième veut dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas facile à retranscrire. Voilà, c'est tout un travail rédactionnel et une mise en page qui est très compliqué. Et il y a des jeux qui s'y prêtent. Je vois par exemple les boîtes métalliques de Bombix. En général, quand tu tournes, tu as un, enfin ça c'est tout le monde fait ça maintenant, tu as un, faites ci, 2, faites ça, 3, faites ça. Voilà, c'est très succinct. Mais en même temps, sur le lièvre et la tortue, il y a tellement de... Comment prendre l'essentiel sans en laisser de côté? Parce que si on... En fait, c'est vachement réducteur cette démarche. Et donc, il y a des jeux qui s'y prêtent et pas d'autres. Il y a la tortue, si je dis, vous posez des cartes, avancez vos animaux, bon, ok, bah alors le jeu, on va les composer, et puis ça va être chiant, quoi. Alors que la saveur du jeu, elle est... Mais c'est encore plus le cas sur la cigale et la fourmi, parce que la cigale et la fourmi, le matériel, à vue de nez, comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire, si on ne lit pas le texte. Et comme c'est un jeu qui est basé sur le bluff et la déduction, comme on est dans le domaine du psychologique et de la sensation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en avant. Comme disait Benoît, là on voit que c'est une course, il y a un parcours. Là on voit qu'on va construire des maisons, tandis que Baba Yaga, la cigale et la fourmi, ça tape moins tout de suite. Mais alors, je vais te poser une question, Benoît, le premier Benoît. Non, toi. Non, mais pardon. Qu'est-ce qu'il y a de bluff? Alors, c'est une question un peu à côté, c'est exprès. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bluff dans le conte La cigale et la fourmi, par exemple? Alors justement. Voilà. Non, mais pas dans le jeu, hein, dans le conte, dans l'histoire. Non. Dans la fable, pardon, c'est une on fable. part sur l'idée de voler. En fait, on va voler des choses à l'autre. C'est-à-dire que la fourmi qui a récolté, la cigale qui va vouloir les piquer ce qu'elle a récolté. Et à partir de là, il y a une mécanique qui se met là-dessus. Sauf que dans la fable, elle lui pique rien. Mais dans la fable, il y a une lièvre à tortue. Je sais. Non, mais c'est pour te dire la distance entre ceux qui... Ah bah non, alors, non, mais ce qui est marrant, c'est que de toute façon, on est obligé de faire des transgressions en adaptation de jeu. Si les 3 petits cochons, on avait joué que 3 cochons, déjà on jouait qu'à 3 joueurs, super. Et si en plus on ne pouvait pas mélanger les matériaux, eh ben, ça serait encore plus chiant. Et enfin il y a plein de... Non mais il faut forcément faire des adaptations pour que ce soit ludique. C'est des jeux. C'est des jeux. Donc, et là, le lièvre à tortue, si on joue que le lièvre à tortue, c'est de cet écart-là que je parle. C'est ça. Par exemple, quand on parle du bluff, moi je dirais, l'histoire du bluff, ce serait plus le lièvre à la tortue dans l'esprit du conte. De la fable, pardon. Il y a un peu de ça, mais c'est pas l'erreur, c'est que souvent on interprète les choses et que le jeu est autre chose. C'est pas du tout une critique. Ah bah non, mais je sais, je ne comprends pas comme ça. Ce qui est difficile, c'est de retranscrire l'émotion en fait. Oui, c'est ça. Et c'est clair, c'est plus difficile sur même à pitcher, hein, la cigale et la fourmi, à mon avis, à expliquer, c'est plus... Non, tu le fais jouer. Ouais, il faut le faire jouer. Parce que c'est un jeu qui est plus du domaine de la sensation, du psychologique. Comment on va... C'est ce qu'on appelle le guessing, c'est je suppose que tu supposes que tu supposes que je suppose, et ainsi de suite. C'est ça qui fait le fun du jeu. Mais à expliquer et à matérialiser, enfin à mettre sous forme d'illustration. Donc c'est pour ça qu'en fait, la coupe de la cigale à la fourmi, elle est plutôt ancrée sur le conte, pas tellement sur le jeu. On voit bien que la cigale pique des trucs, mais voilà, c'est... Alors, ce matin, tu as dit une phrase, une image vaut mieux que de longues phrases, quelque chose comme ça. Et moi, je te citais une citation inverse qui a été citée par Lombrich, qui est le sultan arrive avec ses 100 000 chameaux, maintenant vas-y, fais-le en image. Donc ça veut dire qu'en fait, chacun, le texte et l'image, ont leur avantage, leur puissance, leur fonction, et que l'idée, c'est que tu ne peux pas tout mettre aussi dans une image. Mais quand j'ai cité ça ce matin, c'était pas moi ce que je pensais, c'est que c'est la tendance actuelle en fait. D'accord. C'est plutôt ça. On est plutôt dans cette tendance et la plupart des jeux de société, les distributeurs ont tendance à vous pousser à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça soit, dès que tu retournes la boîte, il faut que tu aies compris le jeu quasiment. Et il faut être capable, en fait c'est là que ça zappe un peu le côté conseil des boutiques, il faut qu'un jeu quasiment soit capable de s'expliquer lui-même. Et ça c'est compliqué. Hein. Il y a des jeux qui s'y prêtent mais pas d'autres. Voilà. On peut passer à l'autre sujet. Ouais. Bien, on avance. Moi, je voulais parler aussi de... On en a parlé déjà un petit peu, on aborde à peine la question, l'univers graphique, donc le thème en fait.
l'univers graphique, ça veut dire que ça va être plutôt un thème manga, plutôt un thème médiéval fantastique, plutôt un thème monstre à la Alice. Est-ce que le thème va attirer un public en particulier ou Oui, normalement. Oui. Bon, suit. Évidemment, mais en quoi, par exemple, toi, de ton point de vue d'éditeur, tu cherches à... Bande dessinée historique. Oui. Ça, Hein, donc si je lis des bandes dessinées historiques, genre, je sais pas moi, Adèle Blanc-Sec, Tardy, je peux peut-être être attirée par ça. Sinon, Alors, tu vois, non mais c'est ça un peu l'univers graphique. Ouais, c'est ça un peu l'idée, oui. Hein, voilà. Alors le truc, les Aventuriers du Rail, C'est une question, hein. c'est aussi un jeu qui s'est fait connaître parce que les gens y ont joué. Ah. En fait, on arrive... Oui, bah voilà. C'est on arrive à un truc où il ne faut pas que l'identité graphique soit trop forte, qu'elle prenne le pas sur la mécanique de jeu qui a déjà fait ses preuves. Et voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, ils n'ont pas intérêt à trop travailler, à trop changer. S'ils faisaient une totale rénovation graphiquement des Aventuriers du Rail, comment ça serait pris? Alors que là, ils sont plutôt sur de la sécurité, quoi. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en danger tant qu'il n'y a pas de raison de le faire. Enfin, oui, non, là, j'en suis là, tu m'as raison. Si on fait un nouveau tirage et qu'on change la boîte, non, ça serait bien. oui, mais c'est des coups à passer à... Oui. Parce que là, c'est quand même un jeu qui fait bon, voilà. Les gens cherchent cette boîte des yeux et ça les rassure. Même s'ils l'ont déjà, d'ailleurs. Un contre-exemple avec une prise de risque C'est sur un changement d'univers graphique d'un jeu. Alors, qu'est-ce qui pourrait... C'est un nouveau Monopoly ou pas? Ouais, non. C'est encore un cas à part, mec. c'est vrai que ça fait Europe, Asie. Ah bah, vous connaissez la chasse aux monstres Ah oui, eux aussi. du Scorpion masqué? Ouais. Il y a le premier tirage. Ah oui, il y a le premier tirage de la chasse aux monstres. Bon, on savait, le jeu était très bon, hein, mais c'est vrai que graphiquement, ça se plaçait bizarrement, quoi. C'était un peu bizarre. Depuis qu'ils ont changé d'illustrateur, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, ça s'est fait avec leur fabricant polonais, Grana, qui est aussi éditeur et qui a recours à des illustrateurs qui sont assez talentueux. Et donc les ventes ont vraiment, explosé, sont accrues. Donc là, effectivement, il y a eu un changement graphique qui a embelli le jeu. Parce qu'à un moment, tout le monde s'est posé la question, que ce soit l'éditeur, le distributeur et tout le monde, on connaît la qualité du jeu, mais on sait qu'il pêche un peu du côté graphique, surtout quand on a des standards comme chez Djeco, qui proposent des illustrations qui sont vraiment chouettes. On est sur le même genre de public, donc la rivalité, elle est compliquée. Donc si tu ne composes pas un truc qui est au moins égal en termes de qualité graphique, ça c'est peut-être vu, je ne sais pas, sur la chasse aux monstres. Le jeu il est tellement bien que voilà. Ouais. Et après la nouvelle version elle est tellement classe avec la petite boîte, Ah ouais, ça rajoute dans l'ambiance quoi. C'est pas juste l'illustration parce que tu vois je crois que les monstres je les préfère de la première version. Mais j'aime bien le côté où tu as vraiment un placard avec la mise en scène. C'est ça, mais ça rajoute du geste en fait. C'est ça, et ça rajoute de l'ambiance. Ouais. Ah bah, la mise en scène c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on tape dans un jeu familial dans lequel on peut jouer avec les enfants. Bon, je suis un peu narcissique. Mais le lièvre et la tortue, dans la version originale du jeu, il n'y avait pas de podium. Et mine de rien, le podium et la ligne d'arrivée, bah, ça met tout ça en scène, ça le fait vivre. Ça veut dire qu'on sort d'un jeu de cartes. Quoi, tout ce qui peut être lié à la mise en scène, alors il faut que ça soit fait de la même manière. Non mais alors le Colt Express, c'est exactement ça. On pourrait à travers avoir deux plateaux, un plateau sur le bas du train et un plateau. Le proto, il était comme ça, il y a un plateau qui représente le haut du train. Et puis, je pense pas que le succès aurait été le même. Hein, clairement. Non, clairement. Tu vois, c'est un excellent travail d'édition. C'est pareil pour Splendor. Moi, la première fois que j'ai ouvert la boîte de Splendor, j'ai vu des gros jetons de poker, là, bien lourds. Je fais pas, ils abusent, les mecs, ils auraient pu mettre des jetons en carton, ils auraient vendu ça 10 balles de moins, et à 20 €, on avait un jeu qui était à la portée de tous et qui était vraiment excellent. Sauf que après, tu vois le plaisir de la manipulation de ce monde, et là tu te rends compte que ouais non c'était une erreur de penser que c'était mieux que des jetons en carton. Parce que même toi quand tu es en train de jouer, finalement tu joues avec les jetons aussi. Ouais, puis ça, mine de rien, comme le jeu n'est pas vraiment thématique, tu as quand même cette immersion par rapport à la manipulation. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire en fait, ce que je veux dire, c'est très intéressant ce que vous avez dit, le mot geste, c'est qu'il ne faut pas oublier le corps dans le jeu. Dans le jouet, il y a aussi du corps. Le corps est en jeu, donc on n'est pas simplement des lecteurs avec un plateau finalement 2 dimensions, etc. Mais le fait de sortir, de mettre du relief,
d'engager une action, etc., ça réinvestit quelque chose dans notre Ah bah corps, ça rend de l'immersion, l'espace. Et voilà ce que tu appelles aussi l'immersion. Hein, c'est un terme aussi qui me plaît beaucoup, enfin, cette idée d'immersion. On en parlait tout à l'heure au repas. Bon. Mais voilà,